Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas. Aujourd'hui je suis en République Tchèque, on va partir de l'Autriche pour arriver ici en République Tchèque avec cette nouvelle Octavia. Le partenaire du jour c'est Car Vertical qui me permet de continuer à vous faire des vidéos. En tout cas, pour ceux qui ne connaissent pas, je vais vous en parler, mais vous avez moins 20% avec le code MECA pour vous et vos amis, vous pouvez le partager à tout le monde. Ça vous permet de connaître le statut juridique de votre voiture, s'il y a eu des défauts, des accidents ou autres un petit peu partout dans le monde. C'est des rapports d'expertise. Et en gros, par exemple, aujourd'hui, sur une Peugeot 308, je peux voir que le compteur kilométrique a été trafiqué et qu'il y a eu des accidents. Ça a été checké dans plus de 31 pays. On peut voir qu'il y a des partenaires un peu partout en Europe. Des photos, on peut voir à chaque fois des rapports détaillés, là plus de 36 photos. Et je peux voir que par exemple, là, il y a une jante abîmée, une portière abîmée, et là, il y a même les mesures des défauts qui ont été pris. Et souvent, quand je descends un petit peu plus bas, on a les dates à chaque fois, s'il y a eu plusieurs accidents. On peut voir qu'elle n'a pas été volée et on peut voir ensuite que le compteur kilométrique était trafiqué, c'est monté et ensuite il est redescendu, donc forcément c'est qu'il y a eu un souci pour pouvoir revendre la voiture souvent plus cher. Donc vous achetez une voiture qui a été trafiquée, des fois ça peut faire très mal puisque les pièces d'usure, eh bien vous allez devoir les changer beaucoup plus rapidement. Et on peut voir qu'en Belgique, il y a eu le premier choc et en France, le deuxième choc. Cette fois-ci, ce n'était pas très grave, mais des fois, ça pète bien plus que ça et vous pouvez faire une mauvaise affaire. Donc n'hésitez pas, grâce au code MECA, vous avez moins 20% sur le site Car Vertical et je vous conseille de le faire surtout si vous importez une voiture de l'étranger ou même des fois chez les revendeurs qui, eux, les importent avant et vous disent pas tout. Petit rappel, Octavia, c'est parce que c'était le numéro, je compte sur vous dans les commentaires, Octavia. On suppose pourquoi. Premier modèle était arrivé en 1996, avec ce nom Octavia qui lui datait de bien avant 1959 exactement, le tout premier modèle. Aujourd'hui, je vous présente la nouvelle version qui existe à la fois en berline et à la fois en combi. On a quelques petites couleurs présentes aujourd'hui. La finition que je vais essayer aujourd'hui, c'est la version Sportline. Sportline, c'est surtout une finition design plutôt que châssis. Il existera la sélection qui sera, elle, l'entrée de gamme, la Sportline et la version RS qui arrivera elle un petit peu plus tard, rabaissée, moins 15 mm, un différentiel électronique. On aura pas mal de choses supplémentaires avec un son même retravaillé au niveau de l'échappement et à l'intérieur de l'habitacle et une direction progressive qui donnera un petit peu plus de sensation à cette voiture pour le côté plus sportif. C'est une voiture qui mesure 4,70 m, 9 mm de plus que le précédent modèle, 2,69 m d'empattement, 1,83 m de large et 1,47 m de haut. Au niveau de la version combi ou de la version berline, c'est exactement les mêmes dimensions sur cette voiture. Un coffre un petit peu plus spacieux, vous imaginez sur la version break, donc la combi, qui offrira 40 litres de plus. Je vous montre ça juste après à l'intérieur. Au niveau du tarif, on commence à partir de 29 880 € pour les versions entrée de gamme et jusqu'au maximum aux alentours de 43 000 € pour une version diesel qui, elle, est la plus chère. D'ailleurs, au niveau des motorisations, on aura le choix entre du 1,5 litre TSI, donc la version essence, en manuel ou en DSG7 à 116 chevaux et 150 chevaux seulement en DSG7. On aura également la version 2 litres TDI, 116 chevaux en manuel également ou 150 chevaux en diesel avec la DSG7 également. Chez nous, toutes les versions présentées en France auront la micro-hybridation, ce qu'ils appellent maintenant hybride directement chez Skoda. Donc, elle en était équipée aujourd'hui avec l'hybridation 48 volts. On verra un petit peu pendant les phases de roulage les petits avantages que ça a. Et au niveau des consommations, vous allez voir, vous allez être assez surpris, tout comme moi à mon avis. Au niveau des couleurs, elle sera disponible en 10 couleurs, 9 intérieurs différents, ça fait pas mal de personnalisation, et 6 types de jantes qui vont du 16 pouces au 19 pouces. On aura une nouveauté, c'est le Park Assist via une application. On aura via l'application de quoi payer directement le stationnement via son appli et ne plus aller justement à l'horodateur. Il y a plein de petites choses comme ça. Le toit panoramique, je ne l'ai pas aujourd'hui, mais il sera disponible seulement sur les versions break et pas sur les versions berline. Ceux qui veulent plus de détails vraiment sur tout ce qui a évolué sur l'intérieur, etc., je vous refais une petite vidéo rapide aujourd'hui, mais j'ai une vidéo en studio où je vous l'avais présenté. On fait un petit tour rapide pour vous présenter les évolutions. Principales évolutions sur cette voiture, c'est ça. Les blocs optiques sur l'avant et le bas un petit peu redessiné. On retrouve toujours la calandre très typique de chez Skoda, tout comme cette partie ici avec le logo en plein centre. Au niveau des moteurs, 1,5 litre TSI ou 2 litres TDI, ou également il existera un 2 litres TSI pour les versions les plus sportives. Il y a des collègues qui arrivent puisque c'est une OP internationale, on a des gens de tous les pays qui viennent se balader avec plein d'Octavia. Bon, ce bleu est quand même assez joli avec les reflets paillettes. On peut voir des oranges, des blancs aujourd'hui.
J'aime bien ce bleu ou le orange, me va bien aussi. Dans la trappe à essence, le parapluie dans ma portière, le petit truc en plastique pour poser son ticket de stationnement, son disque ici, le lave-glace avec la partie qui remonte pour ne pas en mettre partout. Bon, c'est plein de petites choses comme ça qui sont sympas. Le bac sur le tunnel à l'arrière, plein de petites options qui font que ça reste toujours très pratique. Sur le côté, comme je vous disais, j'ai la version combi ici, allongé, un béquet encore un petit peu plus long ici pour jouer sur l'aérodynamisme, mais souvent même les versions break consomment des fois un petit peu moins parce que justement on a un meilleur écoulement de l'air à l'arrière. On a des entourages de fenêtres ici en noir, ça existe en chromé, ça existe juste en caoutchouc, là elles sont brillantes, c'est plutôt joli, ça va bien avec cette finition Sportline, tout comme les barres de toit ici, peintes en noir, des poignées type frigo toujours, on a bien sûr le keyless maintenant qui est directement sur la version sélection, les jantes aujourd'hui qui sont des jantes pleine en aluminium et c'est du 18 pouces, donc pas la version la plus grande, et comme je vous dis, ça peut aller du 16 au 18 pouces avec 6 styles de jantes différents. Sur l'arrière, on retrouve également de nouveaux feux ici, donc qui vont avec l'avant, petite évolution, bien sûr 100% LED, donc ce béquet bien plus long, l'antenne type requin, l'essuie-glace bien pratique, des vitres arrière surteintées, le Skoda qui est noté en noir, on peut l'avoir également en chromé selon les versions, là c'est pour que ça matche justement avec cette couleur un petit peu foncée, l'Octavia noté de ce côté-là, pareil, chromé ou noir, une partie entièrement peinte jusqu'au bas, pareil, on n'a pas de plastique apparent sur cette voiture, c'est quand même assez joli, les capteurs de radar de parking ainsi que la caméra de recul avec de quoi la nettoyer. On a un coffre qui est motorisé, donc ça c'est quelque chose que j'aime bien dans les voitures. Ensuite on retrouve un plancher ici qui est modulable, on a plusieurs endroits, je vais enlever les lunettes parce qu'ici il fait un peu plus sombre, on peut justement accrocher des barres de séparation. Cette partie de plage arrière, donc on peut la retirer également, on peut rabattre les sièges directement grâce aux petites manettes, on a des crochets amovibles de là et de ce côté. On a des rangements également sur les côtés, on peut avoir un petit kit. Cette fois-ci, on a 640 litres dans ce coffre de combi, 600 litres dans les versions berline, ce qui est déjà quand même plutôt pas mal. Et de ce côté-là, comme vous pouvez voir, il y a déjà pas mal de mes affaires. Et si je veux rentrer dedans, même avec mon sac, ça passe sans problème. Et encore, là, il me reste à peu près ça sur l'arrière parce qu'il y a la barre de séparation et je voulais pas que ça me rentre dans les côtes. Bon, je vous remonte rapidement l'intérieur et ensuite on va l'essayer, voir ce que ça donne sur la route. C'est là où ça va être le plus important. Alors, au niveau des places arrière, donc je suis dans une version Sportline avec un intérieur TEP et tissu, donc des matériaux recyclés. Je viens fermer ma portière. Alors, petite chose que j'aime bien quand il y a du soleil, comme aujourd'hui, c'est ce rideau ici qui vient me protéger du soleil et qui me ferme un petit peu à cet habitacle. Des LED toujours au plafond en tactile. Hop, une portière alors où quasiment tout est en plastique, sauf le petit accoudoir ici qui reprend la même sellerie que l'on a là. Les poches, plus petite poche devant pour les smartphones, des sièges qui sont par contre eux très volumineux et qui cachent énormément la vue sur l'avant. Alors moi je suis plutôt fan des tout petits appuis-têtes, ce qui me permet d'avoir une meilleure visibilité, des poignées pour tout le monde. Au niveau du rayon au genou, j'ai encore beaucoup de place, moi je mesure 1m80 et j'ai réglé le siège à l'avant pour moi. Je suis bien au niveau des pieds, au niveau des genoux, au niveau des épaules. Les sièges à l'arrière maintiennent super bien et pareil, ce textile accroche bien tant au niveau de l'assise que du dossier. Je peux relever mon appuie-tête et surtout, j'ai des petites oreilles de chat là ici qui me permettent de venir me reposer si je veux dormir sur le côté. Ça c'est encore une des petites inventions de chez Skoda qui sont vraiment bien pratiques. On a également le support à smartphone ou à tablette ici directement intégré dans les sièges qu'on peut avoir dans les sièges Sportline maintenant qui n'étaient pas disponibles avant. Troisième ceinture directement là. L'accoudoir. Non, ils n'ont pas mis de languette, ça c'est dommage. Que d'habitude chez Skoda, il me semble qu'il y a des languettes. Alors, il y a de quoi passer un petit peu les doigts, mais c'est pas foufou. Plus l'ouverture Trapaski à cet endroit-là, le porte-gobelet qui se déplie vers l'avant, un accoudoir qui est plutôt confort. On est pas mal. Tunnel central où on peut mettre une petite boîte de rangement sur le dessus, vous savez, celle qui se clipse ici. Deux ports USB-C, la climatisation et les deux sièges arrière chauffants, plutôt pas mal. Alors ce que j'enjambe, ici par contre c'est très ferme, c'est très bombé, donc je sens que là j'ai quasiment aucun maintien au niveau de l'assise, tout comme du dossier c'est très ferme puisque ça reste l'accoudoir, hein, comme je le dis souvent. Par contre au niveau des genoux j'ai de la place, au niveau des pieds, mes pieds passent tout juste, mon 44 juste, ça me plie un petit peu le bout des orteils. 43 ça passe pour avoir les jambes vraiment un petit peu resserrées et surtout les pieds le plus proche du tunnel central. Donc je vous remontre rapidement à l'avant puisqu'on bénéficie de nouveaux écrans et on va rouler.
Bon, on se trouve ici au plein milieu de champs de vigne où il y a énormément de vent. Il y a nos collègues de Caradisiac juste à côté, pour ceux qui l'auront reconnu, et notre version break, donc tout le monde se filme un petit peu à ce spot. Voilà un petit peu le tour de la voiture, comme je vous le fais de temps en temps, parce que je sais que vous aimez bien, et c'est vrai que c'est toujours cool à voir de cette façon, plutôt en dynamique quand je vous la présente. Et il y a également notre version break ici, comme ça vous pouvez voir un petit peu l'avant, et la version berline que Cédric utilise aujourd'hui. Allez, je vous remontre un petit peu l'intérieur. Donc on a un intérieur tissu également, donc, de ce côté-là, sur l'avant, avec ces sièges plutôt type sport, hein. Ça ressemble à des petits baquets assez sympathiques. L'Octavia noté sur le seuil de porte, les sièges réglables électriquement, 3 positions en mémoire, petite moquette ici à l'intérieur, l'ouverture du coffre à distance, de ce côté-là. Ça on connaît, hein. Réglage des rétroviseurs, des fenêtres et verrouillage pour les enfants. Une partie moussée sur le haut, contrairement à l'arrière. Ensuite du plastique, comme sur les parties arrière, avec toujours la coudoir ici qui est moussée. Et cette partie supplémentaire avec une petite ligne à cet endroit-là. Au niveau des poignées, on retrouve un petit peu le même style, hein, que d'habitude. Allez, je vais me reculer pour vous montrer directement le point de vue conducteur rapidement, et vous pouvez noter surtout ce grand écran sur la droite, donc l'écran central qui maintenant fait jusqu'à 13 pouces, il fera 10 pouces de série et 12,3 pouces ici en diagonale derrière le volant, et à chaque fois ce sera du 100% digital, toujours les commandes ici, de quoi changer les menus là, changer de musique, volant chauffant, commande vocale et faire défiler les informations juste ici. Pour vous faire une idée, sur le long terme, cette voiture sur 1500 km a fait 6 litres de consommation. C'est une essence et elle fait vraiment tout type de route. Toujours les feux de ce côté-là, la petite trappe bien pratique que je trouve ici, une effet imitation carbone mais synthétique, partie qui ressemble à du cuir hein, mais qui n'en sont pas. Également un aérateur là, haut-parleur de ce côté-là, la petite languette plastique pour l'étiquette parking, toute cette partie moussée et un affichage tête haute que vous voyez sûrement là, ça va bien faire la mise au point, plutôt sympathique, et une grande planche de bord, c'est assez joli. Également on retrouve cette partie ici incurvée, on peut l'avoir de plein de façons, comme les styles, je vous disais, hein, il existe plusieurs types. On peut avoir toujours le cognac que je trouve très joli chez Skoda. Sur le haut, on a un rétroviseur avec des bords fins, l'éclairage en LED également ici en tactile, la petite boîte à lunettes bien pratique, ça j'ai toujours trouvé ça cool, ça fait même un rangement supplémentaire pour les gens qui ne mettent pas forcément de lunettes. Et ensuite des raccourcis sur des touches un petit peu piano ici, surtout les modes de conduite, et on retrouvera donc un écran ensuite tactile bien sûr, avec une nouvelle mise à jour. On peut avoir quelques infos, on peut voir il y a vraiment pas mal de choses, il est plutôt réactif. Les applications de ce côté-là, si je veux mettre mon téléphone Android Auto, Apple CarPlay en sans fil, les applications ici, Laura c'est l'assistant vocal qu'il y a à l'intérieur de cette voiture, on aura ChatGPT également qui pourra communiquer avec nous. Hop, et la touche Home pour revenir à mes widgets hein, de base, et surtout avec le GPS là par exemple, et on peut bien sûr personnaliser, on a des raccourcis vers les aides à la conduite là-haut, démarrer le start and stop ou le désactiver, l'assistant au parking avec également hein, de quoi pouvoir le garer, le parc assist, etc. Les caméras, on a seulement une caméra arrière sur cette version aujourd'hui, pas de caméra 360, mais ça pourrait être disponible bien entendu. Un peu plus bas, chargeur par induction, 2 ports USB-C. Ici, pour passer les rapports, la boîte de vitesse et donc cette petite partie ici, très pratique, et la touche parking en haut. Lorsqu'on s'y est fait, je trouve ça vraiment top. Ok, d'accord, oui, je passe, ok. Parce que j'ai touché à des trucs, donc il n'est pas contente. Ensuite, le frein de stationnement ici, le auto-hold, qui est un vrai plus pour moi en ville. Double porte-gobelet, là avec un petit accessoire par exemple pour mettre sa clé ou des petits jetons. Encore un rangement là. Rangement également ici, la coudoir qui coulisse et qui se règle sur plusieurs hauteurs. Juste parfait. Et une boîte à gants plutôt spacieuse, comme vous pouvez le voir, juste ici. Bon, on est plutôt pas mal. Il manque plus que le toit panoramique qui est disponible seulement sur les versions break, comme je vous disais, et ça aurait été parfait. Bon, c'est parti, allons rouler. Me voici dans cette Octavia partie pour cette balade. Allez, on commence. C'est beau ça. Non, je crois que je l'ai fait exprès, mais sans le faire exprès, j'ai réinitialisé les consommations pour voir ce que ça donne. Donc, sur le long terme, sur
les 1454 km réalisés jusqu'à présent avec cette voiture, ils ont eu une consommation 1,3 litre, en sachant que ça c'est sur le long terme sans qu'ils aient réinitialisé. Ça veut dire que même les phases à l'arrêt, etc., ça continuait de tourner. Donc moi ce que j'ai fait, c'est tout de suite remettre à zéro. J'ai le start and stop, cette micro-hybridation qui a été améliorée, donc qui s'appelle vraiment hybride maintenant chez Skoda. C'est passé dans la dénomination, avec le 150 chevaux que je trouve franchement idéal. On l'a essayé sur pas mal de modèles, sur la Scala, on l'a essayé sur le Karoq, on l'a essayé sur le Kodiaq je crois aussi, la Superbe. Moi je trouve que c'est le moteur le plus adapté, en fait, qui est très bon en termes de consommation, à conduire, qui est assez souple, avec la boîte DSG7 qui est assez sympa. Donc là par exemple la basse vitesse, c'est très agréable. C'est pareil, lorsque je relâche et que je relève doucement le pied de la pédale, et bien la voiture se met en mode roue libre. Donc je trouve ça plutôt agréable. Alors par contre, il y a le petit bibi pour les notifications sur la route, la lecture des panneaux. Ça, j'aurais dû le désactiver. Alors de mémoire, je sais plus si c'est ça. Non, c'est pas ça. Ah, il y avait un bouton quelque part. J'avais un raccourci l'autre fois. Sinon, il faudra aller chercher dans les menus. Sinon, il faut respecter la limitation. Mais par exemple, là, il me dit encore 30 km/h. Alors que là, on est quasiment sur une entrée d'autoroute. Donc forcément, ce n'est pas 30 km/h. Sur ces premiers tours de roue, voiture assez confortable. Très peu de bruit présent dans l'habitacle. Là, il y a un virage, j'avais mis le régulateur adaptatif. Il y a la conduite prédictive. Donc là, par exemple, elle sort de virage, elle réaccélère un petit peu. Elle sait qu'il y a un autre virage. Normalement, elle est censée être encore à la bonne vitesse. C'est pas trop mal. Ça, j'aime bien la conduite prédictive également. Ça reste un avantage, on va dire. Et on a la lecture des panneaux et autres. Donc là, elle a lu 130. Elle sait qu'elle arrive sur l'autoroute. Donc 130 km/h. Elle va s'y mettre d'elle-même. Moi, j'ai juste à faire du clignotant, elle a le régulateur adaptatif et tout ce qui va bien. Et j'avoue que c'est quand même plutôt agréable. Donc là, hop, et après, je peux redoubler de moi-même. Alors, si je mets gaz, elle va tomber des rapports assez facilement. On entend un poil le moteur si on monte haut dans les tours, après comme n'importe quelle voiture. Ce qui est bien, c'est que là, on arrive tout de suite sur autoroute. Je vous referai des petits bouts ensuite sur route de campagne et autres. Franchement, à 130 km/h, c'est assez agréable. Je suis à 2400 tours à peu près, à 130 km/h. Je suis en 7e rapport. J'ai toutes mes aides à la conduite. Ça reste franchement bien. Skoda font de bonnes voitures. J'aime bien cette marque, parce que c'est assez joli, c'est moderne. Là, je suis dans une édition Sportline. On a des sièges un petit peu fermes peut-être, mais bon maintien latéral, je pense que même sur la petite route ça devrait être assez agréable. Bon, c'est plutôt bien, elle est ralentie dès qu'elle a besoin. Confortable. Là je suis à 100 km/h, à 100 km/h je suis à 1800 tours minute à peu près, on va passer sur une zone 80 voire même 60. Ce qui est bien, c'est que dès qu'elle a les panneaux, elle les lit. Il y avait des panneaux en hauteur, elle a fait la lecture. 80, elle a lu. Là, il va y avoir le panneau 60, elle va le lire. Ça, je trouve que c'est un réel avantage, surtout pour les gens qui vont rouler, qui vont faire beaucoup d'autoroutes. Je sais que chez nous, souvent, il y a des changements 90, 110, 130, 110, 90. Et des fois, on peut se faire avoir. Alors, il faut quand même être un petit peu vigilant. Mais je trouve ça assez intéressant de pouvoir se laisser conduire et faire en sorte que la voiture, elle lise les panneaux pour vous. Et je trouve que c'est une aide qui est pas négligeable. Et puis toutes ces aides à la conduite, personnellement, moi je suis assez fan. Je conduis quand même beaucoup de voitures et c'est un plus. Là, on a notre collègue qui est là avec cette magnifique version un petit peu orangée, dorée. Alors, franchement, même la suspension est assez agréable. Et même si je mets les en mode confort, c'est assez agréable. Et donc là, je vais voir, est-ce que dans le mode individuel configuré, est-ce que j'ai le DCC?
je n'ai pas le DCC. Non, je n'ai pas le DCC, donc j'ai les suspensions de base. Mais qui sont vraiment pas inconfortables. Hop, là, mon GPS. Pour le moment, 7,6 litres. On va voir ce que ça donne sur plus long terme. Bon, là, je ressors de l'autoroute, je vais reprendre un petit bout. La moyenne est bien descendue, 5,5 litres. Franchement, ce moteur est quand même assez intéressant, hein, selon comment on va conduire. Et c'est vrai que maintenant, entre les moteurs essence qui sont assez efficients et les moteurs diesel, il n'y a plus tant de différence que ça, je trouve. Et là, donc, au freinage, il y a quand même le moteur qui sert de frein moteur. Et par contre, on a le roue libre. Si c'était une zone où il y avait moins de monde, j'aurais juste relâché un petit peu le pied. Et à ce moment-là, parce que là, roue libre. Également, start and stop. Donc là, la voiture se coupe. Comme on a l'hybridation 48 volts, c'est beaucoup plus facile pour la voiture de redémarrer. Surtout, on n'a pas le bruit de démarreur. Ça, maintenant, c'est devenu quand même assez courant sur toutes les voitures. Et ce que j'aime bien, c'est lorsqu'on arrête, voilà, il n'y a rien. La voiture devant s'est mise à avancer et elle a redémarré tout de suite pour dire, voilà, je suis prête parce que la voiture devant a avancé. Ça veut dire que ça va repartir assez rapidement. Les petites anomalies sur la route et autres, c'est confort, hein. Et on peut avoir la suspension pilotée qui peut rendre la voiture un petit peu plus dynamique. À ce moment-là, là on aura quelque chose qui pourrait être et à la fois plus confortable et à la fois plus ferme. Hop, alors moi je dois tourner là. Avec le rayon de braquage pas trop mauvais. Voilà, ça réaccélère suffisamment. Mode. Et si je me mets en mode éco, le mode éco lui joue énormément sur la cartographie de la voiture. Et ce qui est bien, c'est qu'elle s'arrête avant qu'on soit à 0 km/h également. Donc elle va couper le moteur le plus tôt possible parce que cette phase de freinage sur la fin, le frein moteur ne sert à rien. Donc freinage plaquette, moteur coupé, on économise en fait par-ci par-là plein de petits grammes de CO2, ce qui permet d'avoir des consommations plutôt raisonnables. Alors plus je roule, plus la consommation baisse, 4,5 litres. Là j'étais dans une phase de descente, même au régulateur, elle me coupe le moteur dans les phases de descente pour être en roue libre et stabiliser à peu près aux alentours des 80. Là elle est repassée à 100, je vais repasser à 80, j'aimerais bien, pour vous faire une petite idée de ce que ça représente. Donc 4,5 litres là sur 65 km, c'est plutôt intéressant, on a fait du bout d'autoroute, il y a eu quand même pas mal de phases à 80 sur la route, puisqu'il y a eu des travaux, etc. 80, je suis à 1500 tours pile poil en 7ème. C'est très agréable, c'est plutôt silencieux. Les bruits de roulement sont vraiment bien contenus. Et je vais réaccélérer pour aller me mettre à 100 parce que je vois qu'il y a tout le monde qui est derrière moi. Même au niveau des camions qui passent sur le côté là. La sonorisation est quand même bonne. C'est une voiture agréable. Là ça fait 1 heure que je suis dedans. 1h01 exactement. Et c'est franchement agréable. Allez, petit test rond-point. Je viens de trouver un rond-point ici. On n'arrive pas très loin de la frontière avec la République tchèque. Donc un rythme normal. Je suis très bien maintenu dans ces sièges. Et si je mets un petit peu plus de rythme, la voiture tient quand même franchement bien. Ça s'ouvre légèrement, mais ça tient hyper bien. Je trouve ça assez bluffant d'ailleurs. Et sur le changement d'appui, on sent qu'elle vient s'appuyer un petit peu, mais elle se veut confortable. Rail, c'est hyper confort. Et moi ça me gêne pas, parce qu'elle s'appuie un poil, mais comme je suis bien maintenu dans les sièges, certes elle prend un poil de roulis, mais c'est pas dérangeant. Et je me remets mes aides à la conduite. Et ah bah ça y est, la frontière c'était là. Je viens de changer de pays. Bienvenue en République tchèque. Et allez, je continue à me faire conduire. Et plus je roule, plus la jauge d'essence me rajoute de l'autonomie. Là, je suis passé à 820 km d'autonomie alors que j'ai déjà roulé 91 km. 4,3 litres de moyenne pour le moment. Ce qui est quand même assez impressionnant. En dehors de la ville, alors je vais passer en mode sport, tiens, qui va pousser un peu plus les rapports, qui donne cette fois-ci toute la puissance. Alors, quand on pousse le moteur tout en haut, effectivement, on l'entend comme je disais tout à l'heure. Après, si je suis en mode sport, ça me gêne pas parce que je me dis, voilà, il y a quand même
du bruit, etc. Et ça m'amuse. Oui, continuez, fraude. Directly to destination. Oui, parce qu'il y a des GPS. Je crois que j'ai fait une connerie. Oups. J'ai fait un truc que je devais pas faire. Bref. Ouais. Ça marche correctement. Alors, c'est pas sensationnel. Ce moteur, il est agréable parce que justement, il va pas consommer. Il va être plaisant. Il relance suffisamment pour ce genre d'auto. 150 chevaux. Comme je dis, souvent, on n'a clairement pas besoin de plus. On peut jouer avec les palettes également si on souhaite. Et passer les rapports ou rétrograder. Donc là, on est à bon rythme sur des petites routes de campagne. C'est assez agréable et avoir des virages assez sympas. Après, c'est pas une auto qui vous donne l'envie de forcément aller vite. C'est agréable. Même en longue courbe comme ça, dans ces sièges, je suis très bien maintenu. Ouais, la suspension est agréable. Des fois, il y a des suspensions comme ça qui sont très très bien. Pas forcément besoin de la piloter. Si vous aimez le confort, personnellement, moi je la trouve relativement bien. Même en virage et tout. Pour moi, je trouve ça agréable. Et je vais repasser en mode normal. Parce que je trouve que c'est le mode qui convient le mieux à cette voiture. Ou le mode éco, selon ce que vous voulez faire. Le mode normal fera parfaitement l'affaire. Je viens de me trouver une petite route. Je teste la caméra de recul. On va se faire un petit 0 à 100. Hop, à l'arrêt. Drive. C'est parti. Allez, pied dedans. Plutôt bien. On maîtrise correctement. 60, 70, 80, 90 et 100. Attention, le 100 à 0. 105. Ouh, ça s'arrête bien. Et surtout, ça m'a tiré ici la ceinture pour me remettre un peu plus en sécurité. C'est pas mal. Je me sens en sécurité. Et elle plonge un petit peu du fait de ces suspensions qui sont un peu conformes. Mais ouais, ça m'a vraiment pas dérangé. Et même si je me le fais cette fois-ci la remontée avec là, ces virages assez serrés, en mode confort ou normal, on pourra l'appeler un confort ou normal, on sent que le moteur va chercher moins haut les tours minutes, va moins pousser les rapports, ce que je trouve plus confortable au final. Le mode sport, je vois pas forcément d'intérêt à l'utiliser sur cette voiture. Et donc là, j'arrive peut-être un petit peu vite, et ouais, ça tient super bien. On entend les pneus qui crissent un peu, mais c'est très agréable. Je sais pas quoi vous dire d'autre en fait, c'est une bonne voiture. De nos jours, il y a de moins en moins de mauvaises voitures, et là, elle a quand même le côté agréable. Bon, au final, me voilà arrivé en République tchèque, moyenne à 4,7 litres. J'ai un petit peu augmenté quand on a accéléré, c'est redescendu un petit peu, c'est remonté un poil. Plutôt correct, 4,7 litres en ayant fait là 120 km, 119 km exactement en 1h49. Je trouve ça assez intéressant pour une voiture de ce gabarit-là. Et comme on peut le voir, avec ces nouvelles motorisations, les essences consomment de moins en moins. Je vais peut-être recontinuer, peut-être changer de voiture pour essayer une diesel, mais ça reste quand même de plus en plus avantageux ces autos. D'ailleurs, je serais curieux de savoir, vous prendriez plutôt une version diesel, vous, ou une essence, en sachant que maintenant, les essences consomment très peu. J'avoue que l'essence, c'est quand même assez agréable à conduire, c'est différent, même si le diesel a un couple supplémentaire. C'est vraiment un choix qui devient difficile maintenant avec ces moteurs essence qui consomment si peu. Au final, j'ai mon collègue qui est juste là-bas qui vient de me confier ses consommations avec la version diesel. On a fait exactement le même chemin. Lui est à 4,2 litres en diesel et il n'a pas fait la route un petit peu sportive, un petit peu sinueuse et les 0 à 100. Donc on est vraiment très très proche. Bon, depuis tout à l'heure, je m'essaye à un jeu sur les consommations. 52 km réalisés, j'en suis à 3,7 litres de moyenne. C'est quand même assez incroyable. Ça consomme autant que ma vieille Saxo diesel
qui est beaucoup plus légère, hein, qui doit faire à peine 900 kg, qui est beaucoup moins confortable, qui n'a pas la clim, etc. Donc 3,7 litres sur 53 km de route comme ça, hein. J'oscille entre 70 km/h sur les croisements et 90 km/h, là je suis à 90 et je roule comme ça depuis tout à l'heure. 52 km en 41 minutes, 3,7 litres. À chaque fois je m'amuse à relâcher, à glisser et à consommer zéro là. Et je trouve ça quand même plutôt cool, 3,7 litres. Pour les gens qui vivent à la campagne, si vous jouez le jeu de l'éco-conduite, justement à accélérer un petit peu dans les descentes, relâcher un petit peu sur les plats ou les légers faux plats. Ça fait 2 ans que je vous dis que je vais essayer de faire une vidéo sur comment faire de l'éco-conduite. Alors moi j'ai ma façon de le faire et vraisemblablement ça marche plutôt pas mal parce que 3,7 litres c'est quand même assez intéressant. Il faudrait vraiment que je le fasse avec des professionnels et des boîtiers pour vous expliquer vraiment exactement qu'est-ce qui ferait en sorte que ça fonctionne au mieux. Ah, là par exemple il y a un stop. Alors là il y a des stops avec tout le monde partout. Allez, moi c'est parti, j'y vais, je me lance. Mais il y a vraiment de quoi faire de sacrées économies juste en faisant attention à son pied droit et en anticipant. Allez, petit débrief. Bon, au final, c'est une bonne voiture moderne, hein, et comme toutes les Skoda, elle a toutes les options qui vont bien, qui découlent des modèles supérieurs, qui arrivent petit à petit hein, sur tous les modèles. C'est une voiture agréable à conduire, elle est plutôt silencieuse au niveau des consommations. J'ai trouvé ça franchement très bien. Mais comme à chaque fois que j'essaye ce moteur, c'est pour ça que j'aime bien celui-ci. Et je peux le voir selon les voitures que j'essaye. On l'a essayé chez Volkswagen également. Et j'avoue que je suis jamais déçu. Et moi, ça m'irait bien en version essence. N'hésitez pas à me dire, vous, plutôt essence, diesel. Le diesel, c'est vrai que c'est un avantage pour les gens qui vont beaucoup rouler. Si vous faites 200 000 km avec votre voiture, effectivement, vous verrez peut-être une différence. Mais au final, maintenant, à 1 litre au 100, il faut quand même en faire pas mal des kilomètres avant de rentabiliser la différence du prix avec le diesel, puisque les diesels coûtent toujours un petit peu plus cher. Et c'est entre 2 et 3 000 euros de plus, donc 2 et 3 000 euros d'essence. Est-ce que ça vaut le coup ? À vous de décider, mais sinon ça reste une bonne auto, j'ai bien aimé. Et puis dans cette couleur elle est sympa. La version break, ça offre un petit peu plus d'espace dans le coffre, même si je trouve que les versions berlines sont assez jolies. Mais moi je pense quasiment 80% du temps avoir une version break en tant que favorite. Bon, si vous avez bien aimé cette vidéo, le petit pouce bleu comme ça, n'hésitez pas à vous abonner. Puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Cette fois-ci j'ai pensé aux lunettes de soleil parce que ça piquait vraiment les yeux. Allez, à bientôt, ciao.